18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convient suivre cette tranche Kinshasa direct avec les députés nationaux Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa. Nous allons parler du report de la marche prévue par le Front commun pour le Congo, la MOCA et aussi le CLC. Une marche qui était prévue pour ce 6 et reportée pour les 13. Pourquoi cela? Et aussi le retour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où on a vu des députés qui ont séché leur plénière pour aller recevoir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, mais bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Après avoir délivré un plaidoyer pour la préservation du bassin du Congo sur les forêts et l'utilisation des terres, lors de la 26e conférence des Nations Unies de Glasgow en Écosse, le président de la République, Félix Tshisekedi, a regagné le pays. Il a été accueilli par une marée humaine à l'aéroport international de Njili pour le féliciter pour son succès diplomatique au cours de ses assises et de G20 à Rome. La population et plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée avaient envahi cet aéroport depuis les matins. Les journalistes membres de l'UNPC Kinshasa sont descendus dans les rues de la commune de la Gombe ce jeudi 4 novembre pour réclamer la libération immédiate de l'un de leurs en souffrance au parquet de Matete Patrick Lokala, vice-président de l'UNPC Kinshasa, arrêté injustement et sans respect des normes juridiques par les services de sécurité depuis une semaine. En dehors de nos frontières en Éthiopie, les efforts diplomatiques redoublent alors que les combats se rapprochent de la capitale. L'état d'urgence a été proclamé et les libertés suspendues après que la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique dans le nord qui a ouvert la route menant à la capitale. Les combats se sont désormais déportés vers le sud mais aussi vers l'est en direction stratégique reliant Addis Abeba et Djibouti. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge. Tout de suite, nous allons recevoir notre premier invité. Voilà, nous allons en parler avec les députés nationaux. Bienvenue, M. Jean-Baptiste Kassekwa. Merci, bonsoir David. Voilà, le président de la République, Félix Tshisekedi, est rentré. Il est rentré aujourd'hui. On a vu des députés comme vous se déplacer jusqu'à les accueillir. C'est une première dans l'histoire de la RDC. Oui, Jean de La Fontaine a bien écrit. Que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Des messages viennent des provinces. Je vais m'atteler ici, par exemple, au message que les habitants du Sud Kivu transmettaient au gouverneur. Ils disaient à Swahili, Umwambie aache safari zake. Et des enseignants et des parents chantaient à Bukavu. Wache safari zako watoto wetu waende shule. Normalement, le député de l'Union sacrée devait avoir le courage de lui dire que, écoute, 115 voyages, ça fait déjà désormais l'objet de la dérision dans tous les réseaux sociaux. Vous avez suivi, pendant son séjour en Israël, programme du séjour du chef de l'État, qu'il ira rencontrer les descendants des Hachés, qu'il ira à tel endroit, de la dérision qui démontre la démonétisation de l'autorité. Et le député devait être ceux-là
attentifs aux cris de la population, attentifs à la critique de l'opinion. Oui, mais ils sont allés accueillir leur chef qui est revenu avec beaucoup d'histoires. C'est qu'on a senti, c'était une moisson abondante par rapport à la diplomatie, beaucoup de choses. C'est une manière pour eux de pouvoir remercier pour tous les efforts que le chef est en train d'entreprendre. La Constitution donne au Parlement le rôle de contrôle de l'exécutif. Quel est l'état de nos ambassades aujourd'hui? Il revenait aux députés d'interpeller le ministre des Affaires étrangères et dire « Nous apprenons que nous avons des ambassadeurs impayés depuis longtemps, que nos ambassades sont en train d'être déguerpies dans certaines capitales. » Il revenait aux députés de dire pourquoi les citoyens congolais vivant à l'étranger, en Afrique du Sud par exemple, j'entends la diaspora qui crie qu'elle a du mal à accéder au passeport congolais. Je ressens des échos à provenance de Butembo, de Bunia, de Chopo, de Lubumbashi, des citoyens qui disent nous ne savons pas accéder à notre passeport. Voilà des questions pertinentes que nous, députés, sommes appelés à poser. Mais malheureusement, nous nous sommes convertis en courtisans. J'ai vu, j'étais scandalisé hier de lire un message émanant du bureau de l'Assemblée demandant aux députés d'être au palais du peuple à 6 heures. Effectivement, ils ont été là à 6 heures, on les a embarqués comme des petits écoliers qui partent pour une excursion. Comment des petits écoliers ils sont allés, c'est ça je répète encore, c'est leur chef, leur autorité morale de l'union sacrée. Ils ont l'obligation ou le devoir d'aller l'accueillir. Voilà la après racine. 2 semaines de voyage. Voilà la racine du mal. C'est quoi la racine? Autorité morale. Oui. C'est-à-dire, ces députés-là n'ont pas l'indépendance d'esprit pour réfléchir. Mais quelle indépendance d'esprit aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a rien au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien. Peut-être il y avait des travaux en commission, mais il n'y en avait pas. J'ai même suivi un député qui était sur place. Il dit aujourd'hui, il pouvait même aller dans une ferme, il pouvait aller ailleurs. Mais si il a trouvé bon d'aller voir ou d'aller accueillir le chef de l'État, ça ne fait rien. Non, s'il te plaît, David. C'est intentionnellement que la journée a été laissée sans programme parce que depuis avant-hier, le citoyen Mbosso était en train de sensibiliser pour que les députés aillent à l'Assemblée. Mais ce n'est pas la première fois. Vous l'avez suivi à Kalouka dans un meeting, en train de chanter Félix Mokako. Et ça me rappelle effectivement comment on a fabriqué un dictateur sous la Deuxième République. On a dansé, on a chanté pour Mobutu. Pendant ce temps-là, le pays était en train de s'effondrer. Comme il est en train de s'effondrer aujourd'hui. Est-ce que tu sais que pendant qu'ils sont là en train de danser, de jubiler à Boulongo, 3 citoyens congolais ont été tués à 12 heures. À Mantumbi, 5 compatriotes ont été tués. Avant-hier à Makumo, 22 citoyens ont été tués. Les bilans de civils tués pendant l'état de siège viennent de franchir là-bas de 1553. Pendant ce temps-là, comme prof Kalele l'a écrit, Kisasa na Bisengo, Itorina Mawa. C'est ça la balkanisation. Quel est le sentiment que cet habitat de commande a? Ces chauffeurs, vous avez suivi, plus de 1400 véhicules sont bloqués à commande, incapables de se déplacer parce que les assaillants occupent la route de part et d'autre. Quel est le sentiment que ces chauffeurs ont lorsqu'ils voient leurs compatriotes de Kinshasa dans la distraction totale, dans l'insouciance?
Comme si les calvaires qui se passent à Bukavu, vous avez suivi ce qui s'est passé à Bukavu hier. Le pays devait être en deuil. Le drapeau serait en berne aujourd'hui. Et dire, 18 Congolais sont morts hier à Bukavu, parmi lesquels 2 militaires et 1 policier. Des innocents. Nombreux sont tombés sous les coups, sous les champs de bataille à Beni. Le drapeau serait en berne. Et on devait se dire, que pouvons-nous faire pour venir en aide à ces nombreux déplacés? Mais j'apprends, on distribue de l'argent des députés, carburant pour aller mobiliser leur base à vue tellement chaleureux pour les succès diplomatiques. Mais dis. Il y a des succès diplomatiques qu'il faut saluer, non? Mais pourquoi vous voyez toujours le mal? Il y a un succès diplomatique, il y a même l'argent qui a été récolté par rapport à ce voyage du chef de l'État. C'est une manière pour l'Union sacrée de pouvoir manifester leur joie en allant accueillir le chef de l'État. Mais David, on a promis que de ce voyage viendrait la manne pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Jusqu'à ce jour, cet argent n'est pas venu. Ça fait plus de 115 voyages. Un compatriote averti a fait les calculs. 115 voyages. 115. Si on fait une moyenne de 4 jours par voyage, d'ailleurs ce voyage ici vient de prendre 2 semaines. 115 multiplié par 4, ça donne 460. C'est plus d'une année. 1 année et 3 mois. Pour 3 ans d'exercice de pouvoir, vous passez 1 année et 3 mois, c'est-à-dire 15 mois en dehors de votre pays. Et quelles sont les retombées de ces 115 voyages? Combien d'investisseurs se sont établis en Bushima, ou à Chikapa, ou à Lubumbashi? Combien d'investisseurs? Quel est le soutien que nous avons reçu? Même dans le secteur de la sécurité, notre pays est en crise. Le nombre de morts, je venais de te parler tantôt. Qu'est-ce que ces voyages diplomatiques ont apporté? Rien du tout. Ça n'a rien apporté. Ces voyages diplomatiques, rien. Mais avec ce qui se passe au niveau de COP26, avec ce qui se passe aussi là où il a été à Rome, il a été presque partout, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Non. Parce que vous voyez toujours le mal, alors qu'il y a vraiment des avancées significatives dans les voyages du chef de l'État. Non. Nous sommes en train de vivre un leadership extraverti. Extraverti. Qui veut attirer l'attention de l'extérieur plutôt que de se mettre à chercher le soutien, l'adhésion des populations congolaises. La capacité diplomatique d'un pays ne dépend pas du nombre de voyages. Il y a des chefs d'État qui se déplacent moins, qui laissent le gros du travail à leurs ambassades, à leurs ministres des Affaires étrangères, et qui récoltent des dividendes inestimables. Il y a des ressources, des facteurs clés qui font la force d'un État dans les jeux diplomatiques. Il y a par exemple le caractère démocratique du régime. Lorsque dans un pays, les élections sont organisées de manière crédible, transparente, la passation du pouvoir s'est faite de manière transparente. Comme ici chez nous à RDC. Il y a la démocratie qui est là. David. Il y a des chaînes qui ne sont plus fermées, ça fait un bout de temps. C'est que vous pouvez vous exprimer librement, vous qui êtes de l'opposition. C'est vraiment un bon climat démocratique qu'il faut féliciter. Nous n'avons pas félicité qui que ce soit. Nous sommes une nation qui se bat au quotidien pour la liberté. Je suis élu de Goma. Par moment, il m'arrive de franchir la frontière, de donner cours au Rwanda. Et je sens l'horreur du silence. Un peuple privé de parole. Et je me suis toujours dit, il est difficile pour un Congolais de vivre là-bas parce que nous avons arraché notre droit à la parole et personne ne pourra nous la ravir. Mais combien de manifestations sont réprimées? Des manifestations? Mais oui,
ce samedi, nous allons enterrer notre camarade Davé Kalala, qui a été abattu les 16 derniers dans une manifestation. C'est ça la démocratie. Ici à Kinshasa ou ailleurs? C'est ici à Kinshasa. Lors de notre marche avec Martin Fayoulou, de son retour, n'est-ce pas, délimité au point de chute de la marche, eh bien, il a été agressé. C'est l'une des raisons qui a fait à ce que vous puissiez reporter la marche. Parmi les raisons, le CALCC et Minapro ont noté qu'il y a des organisations qui n'ont rien à voir avec les organisateurs de la marche, qui ont adressé des lettres de la tenue des manifestations à la même date du 6. Le 6. Et après enquête, eh bien, CALCC et Minapro se sont rendus compte que c'était des réseaux obscurs qui avaient des visées de semer de troubles. Et ils se sont dit, jouons à la sagesse. Laissons-les organiser leur marche le samedi 6 et reportons pour une semaine, c'est-à-dire pour le 13, en vue de sauvegarder le caractère pacifique de cette marche. Mais pourquoi vous avez choisi le 6, peut-être le samedi, le week-end? C'était le 6, après le 6 c'est le 13, seulement le week-end. Pourquoi ne pas choisir peut-être les jours ouvrables? Bien, le 6 n'est pas non plus une journée chômée. Oui, c'est le week-end, c'est le début. Mais nous tenons compte de la disponibilité, n'est-ce pas, de tous les membres intéressés qui donnent leurs avis. Nous leur laissons le soin de pouvoir mettre à profit le reste des jours. Donc c'est dans nos convenances, dans nos appréciations internes que nous avons estimé que un samedi convenait mieux. Voilà, le samedi. Maintenant, aujourd'hui, puisque vous avez reporté votre marche pour le 13, et il y a d'autres qui veulent organiser le 6, il y a d'autres aussi qui peuvent aussi mettre le 13. Vous allez toujours aller des reports en report? Non, j'ai salué la sagesse des organisateurs. Vous avez vu la lettre des laïcs catholiques et protestants qui ont saisi le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, pour lui dire, écoutez, contrairement à notre lettre que nous vous avions adressée avant, et à constater qu'il y a des réseaux qui n'ont rien à voir avec nous, qui ont annoncé leur marche pour les 6, nous jugeons utile de reporter. Et nous vous invitons à prendre toutes les dispositions utiles afin que cette marche se déroule dans la quiétude la plus totale. Si, à nouveau, des organisations indépendantes des laïcs catholiques et protestants annonçaient une marche pour le 13, eh bien, il serait flagrant qu'ils ont une intention de perturber la marche. Et dans ce cas-là, ils seraient tenus pour responsables. Ça rappelle un peu comment, avec la marche de la Mouka, lorsqu'il y a eu des altercations, des divergences autour des dates, nous avons dit, lâchons. Cette fois-ci, vous allez commencer où? Bien. Parce qu'il y a la zone neutre au niveau de Tchangou. Non, la question de la zone neutre au niveau de la Mouka, nous avons dit que nous ne l'acceptons pas. Et vous avez vu, nous avons tenu notre meeting au stade Sainte-Thérèse de la Tchangou. C'était une manière de démontrer que nous ne pouvons pas accepter que l'on décrète un état de siège sur une partie de la ville province de Kinshasa. Et quand on voit que le chef de l'État a été accueilli toujours dans cette zone neutre. Mais raison de plus, nous ne pouvons pas accepter une politique de 2 poids 2 mesures que pour ceux-là qui ne partagent pas l'opinion de la plateforme au pouvoir, que l'on dise que Tchangou Njili devient neutre, et lorsque c'est leur occasion, la zone neutre n'est plus démise. Non. La lettre envoyée par les laïcs catholiques et protestants indique les 4 axes desquels vont partir les manifestations avec le point de chute. Il y a quoi ces axes? Je n'ai pas copie de la lettre ici, mais elle est accessible pour pouvoir effectivement prendre connaissance de tous ces axes-là
Et ces axes ont été déjà annoncés au gouverneur de la ville pour qu'il invite les organisateurs. Le gouverneur a pris acte. Il n'a pas encore répondu. Bien entendu, nous sommes dans un régime d'information. À partir du moment où il est saisi, plus de 2 semaines avant, par 2 lettres successives, eh bien, il ne peut plus prétendre n'avoir pas été informé. Alors, aujourd'hui, vous vous ralliez au FCC, il y a le FCC, il y a le CALCC, il y a Minapro, vous avez dit, il y a aussi vous, la Mouka, quand bien même ensemble c'est désisté. Et c'est en vue d'un mariage qui se profile à l'horizon. Non. Ici, il y a péril à la demeure. Au niveau de la Mouka, c'est depuis longtemps que nous avons dénoncé le caractère hautement politisé de la loi que M. Félix et sa plateforme ont mise à place, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. En ce temps-là, d'autres partenaires n'ont pas été sensibles aux observations que la Mouka était en train de formuler. Ils ont pensé qu'ils pouvaient instaurer un système de moindre mal, même avec une loi hautement politisée. Comment hautement politisée? Lorsque l'article 10 consacre que le bureau de la CENI est composé de 7 membres, dont 6 viennent de formation politique, la Mouka a dit, même si l'on désignait le pape comme le seul membre indépendant contre 6 désignés pour être au service de leur famille politique, même le pape se retrouverait roulé par les 6. Aujourd'hui, avec la composition de la CENI telle qu'elle est, tous les autres, même les confessions religieuses, se sont rendus compte que effectivement, les décors de la tricherie sont plantés. Et il est illusoire, ce serait naïf que de s'imaginer qu'avec une CENI mise à place par la tricherie, qui incarne déjà la fraude, il serait naïf de s'imaginer qu'une CENI mise à place dans ces conditions-là peut organiser des élections crédibles. Je vais vous donner des cas, des illustrations. Dans cette CENI, vous retrouvez un membre élu de mon parti, que le parti avait déjà désavoué parce qu'il a adhéré à l'Union sacrée. Et il se retrouve membre de la CENI au compte de l'opposition. Et on pose la question à celui qui était président de la commission dite paritaire. Encore que cette commission-là n'a rien de paritaire. J'ai été scandalisé. Je salue ici le courage d'un collègue, Willy Bolio, qui a porté plainte contre le citoyen Mbosso et contre le citoyen Mbata. Parce qu'il a été cité dans une chaîne de radio qu'il a fait partie de cette commission paritaire, alors qu'il n'en avait jamais été informé. Il n'a participé à aucune séance. Mais dans les couloirs du palais du peuple, j'ai été choqué d'attendre que d'autres membres ayant été cités frauduleusement comme ayant fait partie de cette commission auraient été abordés. On leur aurait dit que on leur demande de ne pas dénoncer, de ne pas suivre la voie de Bolio, et qu'à contrepartie, on leur donnerait des sommes d'argent, des primes auxquelles ont bénéficié tous ceux-là qui est siégé. Est-ce que ces collègues vont mordre à l'hameçon, se contenter de ces montants-là? Donc je disais, voilà le contexte dans lequel la CENI a été mise à place. Peut-on s'imaginer que cette CENI sera indépendante si déjà le bureau de l'Assemblée, dirigé par le citoyen Mbosso, fonctionne sur base des instructions venant de Félix? Si déjà les députés se montrent des courtisans, comment pouvez-vous vous imaginer qu'une CENI mise à place dans ces conditions-là sera indépendante vis-à-vis de M. Félix? Non. Raison pour laquelle tous les acteurs avertis se disent il est temps de se mobiliser.
pour obtenir la dépolitisation. Et petit à de la petit, CENI. vous serez obligé. Cela ne veut pas dire petit à petit, que vous serez obligé de faire un mémorandum et puis un agenda commun et ainsi de suite. Il y aura une plateforme qui pourrait naître de là. Non, l'article 64 impose à tout Congolais le devoir de mettre en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et l'exerce sa violation de la Constitution. Tout Congolais. La Constitution n'a pas dit que le monopole revient à la Mouka ou au mouvement citoyen. Tout Congolais, policiers, militaires, musulmans, kimbanguistes, sorciers, tout Congolais a le devoir de mettre en échec. Et ici, nous nous retrouvons dans ce contexte où chacun dans son coin comprend qu'il a le devoir de contribuer à mettre en échec cet agenda de la fraude qui se met en place au grand jour. Cela n'a rien à voir avec une alliance électorale, avec une alliance gouvernementale. Non, il n'y a rien de coalition. Mais on connaît, les laïcs, protestants, catholiques ont lancé l'appel et tout le monde répond à l'appel. On connaît nos politiciens, comment ils fonctionnent. Et puis, un certain temps, on ne sera pas surpris si on voyait peut-être cheminer ensemble. C'est possible. En tout cas, le débat ne se pose pas à ce niveau-là. Pour nous... Et dès lors, maintenant, pour terminer, ensemble s'est retiré. Comment jugez-vous cette attitude ensemble? Je n'ai pas à juger. Je ne peux que saluer, par exemple, le courage de mon collègue Denis Sessanga, qui a annoncé officiellement. J'ai lu aussi la prise de position de Mike Moukeba. Je sais que de plus en plus de voix s'élèvent en interne autour de M. Katumbi pour qu'ils recouvrent leur liberté, mais il leur appartient de prendre leur courage à main. Vont-ils rester? Vont-ils claquer la porte? Ce qui nous importe ici, c'est qu'il y a péril à la demeure d'une CENI qui, sans la tricherie flagrante, on ne peut pas attendre des résultats crédibles. Il serait extrêmement dangereux pour notre nation de laisser à l'Union sacrée les soins de partager le pouvoir aux courtisans. En fait, tous ces députés que vous êtes en train de voir prêts à danser pour Félix, c'est parce qu'ils se disent que désormais, ayant le contrôle de la CENI, il va les nommer, il va partager des sièges. Raison pour laquelle il est plus que temps que nous puissions nous lever en vue d'obtenir une CENI véritablement indépendante et dépolitisée. Merci beaucoup, Monsieur le député national Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, surtout de votre passage. Tout à l'heure, notre deuxième invité, c'est tout de suite.